je dis, c'est plutôt les conséquences liées à la nourriture. Oui. Aujourd'hui, tout ce qui vient d'Asie, vous savez, le problème notre problème ici en Afrique, c'est qu'il n'y a aucun contrôle à nos frontières. Aucun. Concernant surtout l'alimentation. Nous sommes une passoire. Il n'y a pas un expert qui peut faire un test sur un aliment et dire que celui-là est impropre à la consommation. En fait, même s'ils le sont, ils ne sont pas suffisamment positionnés pour empêcher. Sachez par exemple qu'en Europe, si la catastrophe n'était pas aussi grave, je vous donne juste l'exemple de l'Europe. Dès l'instant de la catastrophe, le 10e jour seulement après, les Européens se sont réunis. Toutes les nations européennes se sont réunies pour adopter des normes à leurs frontières et ainsi donc imposer des contrôles. 10 jours après seulement. Mais ils ont fait ça en catimini, c'est ce que moi je dis, puisqu'ils n'ont parlé de ça à personne. Mais effectivement, ils ont commencé à contrôler les produits japonais et à filtrer ceux qui étaient radioactifs. Ils ont rejeté un moteur d'hélicoptère parce qu'il était radioactif. Et ils ont rejeté du thé. Quel thé? Thé japonais. Pratiquement, et c'est même pas de Fukushima, c'est pratiquement totalement au sud de Tokyo. Parce qu'il était radioactif. Tout cela est passé aux nouvelles. Mais nous sommes restés toujours dans l'ignorance. Tranquillement comme ça, dans l'ignorance. Oui. Et vraiment. Bon, maintenant revenons aux États-Unis. Les États-Unis ont été les plus touchés, surtout la côte californienne, parce qu'à ce moment, effectivement, après le tsunami, tout ce qui a été inondé est en train de venir, y compris donc les déchets, puisque quand les centrales ont été touchées, toute l'eau qu'ils ont injectée pour refroidir les réacteurs, on ne pouvait pas les recycler. Donc on a balancé une grande partie à la mer, dans l'océan Pacifique. Et avec les courants marins, tout l'océan Pacifique a commencé à s'inonder. Il y a une carte dans le document justement qui montrait l'évolution. Et ça, c'est depuis le 11 novembre. Vous vous rendez compte aujourd'hui où cela devrait être. Si vous voyez. Voilà. Et pratiquement donc, tout récemment, je viens de voir dans les nouvelles qu'on a fait des tests sur du thon. Pêché. Le poisson là? Le poisson, le thon. Pêché sur des côtes californiennes et qu'on a trouvé des taux de radioactivité incroyables. C'est dit qu'en fait, c'est immangeable. Des experts japonais, des experts américains encore, qui expliquent que des bandes de poissons ont été déversées sur les côtes, morts. On ignore les causes de la mort. Les morses au pôle Nord sont pratiquement en train de mourir de brûlures au nez. Ils ont fait des tests, mais ils vous disent toujours qu'on ne sait pas de quelle mort ils sont nés. Ils sont morts. Mais, de quelle mort ils sont morts? Pas de quelle mort ils sont nés. De quelle mort ils sont morts. Ça fait, on rit du dramatique souvent. N'est-ce pas? Vraiment, que nos auditeurs nous en excusent. C'est terrible. Ça dit que finalement, ça veut dire qu'on n'a pas très... Mais il y a une dissimulation quelque part. Sinon, ils savent très bien de quoi il s'agit. Et quand vous dites le thon là, moi je sais qu'au Sénégal, nous on aimait bien le pain-thon. La jeunesse sénégalaise aime le pain-thon. Alors ça fait peur, hein? Effectivement, c'est conseillé de ne plus en manger. Hein. C'est conseillé de ne plus en manger parce que si c'est pêché au Pacifique, vous pouvez avoir des problèmes. Alors comme nous tenons à ne pas avoir de problèmes, c'est pourquoi nous informons notre opinion. Pour ceux qui suivent Radio Burkina, c'est le temps de l'histoire, cette histoire du monde qui nous embarque et dont notre histoire aussi embarque le monde. Mais souvent on a l'impression que on veut finir avec nous d'une certaine façon, quoi, sans considération véritablement, parce que nous ne sommes pas donné les moyens d'être considérés. Voilà, on ne s'est pas donné ces moyens-là. Sinon, imaginez-vous un cadre fédéral africain avec des observatoires dignes de ce nom, avec les compétences que vous avez comme ça, avec des idées, ça serait autre. Mais quand un continent est un passoire, comme vous dites si bien, avec toute la tragédie, et Amadou Hampâté-Bâ a dit qu'il faut faire attention pour que l'Afrique ne devienne pas un continent. Un continent. C'est ça. Là. Mais aujourd'hui, c'est nous-mêmes. C'est notre responsabilité et c'est cette part de responsabilité que nous travaillons aujourd'hui à ce rendez-vous de repère Radio Burkina avec Eki Thierry qui est en train de faire un 3e cycle dans le domaine du thermique et qui a eu une expérience dans ses affaires du nucléaire en France. C'est bien cela, hein, bien pour aider mes auditeurs à avoir de l'assurance davantage. Alors, l'autre point, c'est le 4e. Pourquoi la situation ne mobilise-t-elle pas la communauté internationale?
Ça, c'est un grand point d'interrogation. Oui. Avec toutes ces nations, effectivement, qui sont touchées Mhm. et qui ne réagissent pas, qui taisent, en fait, qui contribuent à taire le silence. C'est ce que je dis. À taire le silence. taire Vous imaginez à taire la situation. Oh, la situation, alors, n'est-ce pas? voilà. Donc, à amplifier le silence. Mhm. Pourquoi? Ça, c'est très important de savoir. Par exemple, on voit que les États-Unis, qui est l'une des nations les plus touchées, ne réagissent pas. Ne réagissent pas. La France, au contraire, réaffirme son engagement dans le nucléaire. Oui. Il n'y a que pratiquement l'Allemagne seule qui a renoncé qui a fait totalement un plan et qui a déjà. fait un plan de sortie du nucléaire. Oui. Mais ça c'était sa politique depuis longtemps. Hein. Il y avait un parti écologique très fort en Allemagne. Mais en fait, si on analyse bien la situation, on voit même que ces nations, même en somme, ont utilisé les outils puissants qui sont l'Internet, qui sont donc la communication, pour imposer ce silence. Et l'analyse nous amène en fait à comprendre que c'est le fait des 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. Pour la simple raison que ces nations d'abord sont des nations nucléaires qui ont la technologie de l'enrichissement de l'uranium et qui ont des outils pour garder soigneusement donc cette technologie pour ne pas que les autres nations s'en emparent. Et avec cela, ils ont acquis le droit de veto. Et personne ne leur conteste ce droit. Un droit de veto, c'est très puissant. Une nation comme la France, qui n'a même pas 1% de la population mondiale, avec 1/5 du pouvoir au niveau mondial, c'est bien compréhensible que cette nation ne veuille pas qu'on parle d'un accident nucléaire. Pour la bonne et simple raison, c'est qu'eux, ils ont acquis ce droit de veto grâce au nucléaire. Ils ont une armée, ils ont la technologie de la bombe nucléaire. Et en fait, pourquoi justement ne veulent-ils pas que cela se passe? Parce que Fukushima peut occasionner un bouleversement géopolitique au niveau mondial. Comme quoi, comme ça? Vous pouvez simuler comme ça, on va voir. La simulation est simple. Ces nations sont respectées comme des dieux. Quand vous voyez une nation comme les États-Unis, la France, vous savez que leur dirigeant, restant dans son siège, peut appuyer sur un bouton pour éliminer un pays dans le monde. Ça, c'est l'image qu'il nous donne, n'est-ce pas? Mais avec Fukushima, vous comprenez quoi? Qu'en fait, ces nations sont des nations aussi fragiles, même par un simple phénomène, une simple catastrophe naturelle qui appuierait sur le bouton, quoi. Voilà, qui est un séisme, qui est un tsunami, qui est une sécheresse, qui est un tremblement, enfin, une catastrophe naturelle qui et dépasse même leur... économique, puisque c'est pour entretenir ces centrales, il faut injecter beaucoup d'argent. Vous voyez, même économique. Ces nations, elles sont prêtes même à laisser leur population mourir de faim, qu'à ne pas s'occuper de ces centrales, parce que le jour où il y a un problème dans ces centrales, c'est une catastrophe, c'est toute une nation qui s'efface. Vous voyez? Et les répercussions vont même au-delà de leurs frontières. C'est ce qu'on a vu à Tchernobyl. La France a été touchée par le phénomène de Tchernobyl. Il faut rappeler Tchernobyl un peu. Disons, voilà, Tchernobyl, ça s'est passé en Russie à l'époque de Gorbatchev. Et Gorbatchev lui-même a fait un témoignage très récent en disant que ce n'est pas la perestroïka qui a fait tomber le mur. C'est bien Tchernobyl qui a mis fin à la guerre froide. Ah oui. Ah oui, parce qu'effectivement, Tchernobyl, c'est une catastrophe nucléaire qui a eu lieu. Uniquement un cœur qui a explosé et les radiations donc se sont répandues sur toute une région. Gorbatchev étant le chef, c'est lui qui a dû gérer cette catastrophe. Il a évacué pratiquement les gens, à un rayon beaucoup plus conséquent d'ailleurs que celui du Japon. Et on peut aujourd'hui chiffrer le bilan de Tchernobyl à près d'1 million de morts. Malgré tous ces efforts. On ne compte pas bien sûr. Et les séquelles, jusqu'à présent, vous y allez, vous voyez des peuples, des enfants qui naissent avec beaucoup de déformités. Sans bras, sans main. Sans bras, sans main, un œil au front, c'est des horreurs. Vous voyez? C'est-à-dire que ça modifie même le plan de Dieu, quoi. Pratiquement, ça dit que ça modifie le plan de Dieu parce que si un enfant avec un œil au front, le bon Dieu avait prévu deux yeux avec toute la cohérence cosmique, tout. Et franchement, le plan de Dieu est bouleversé. C'est ça.
Donc, c'est effectivement, ça, c'est Tchernobyl. Oui. Et Fukushima, c'est 3 réacteurs. Tout cela pour dire qu'en fait, effectivement, les deux sont placés sur la même échelle de gravité. Mais cette échelle, elle est juste conçue pour montrer à quel niveau les cœurs ont fondu et ainsi de suite. Et comme dans les 2 cas, il y a eu fuite de corium, donc le cœur a fondu, est sorti de son conteneur, donc fuite de corium, la gravité est considérée au même niveau. C'est la seule échelle de gravité, mais en réalité, on voit bien que Fukushima, 3 réacteurs, c'est beaucoup plus grave qu'un seul. Ouais. Et dans l'un des réacteurs de Fukushima, justement, il y avait du plutonium. Ce qu'il n'y avait pas à Tchernobyl. Or, le plutonium, on parle ici de microgrammes suffisants pour générer à coup sûr un cancer. Ouais. À coup sûr, un cancer. Et là, on parle de microgrammes, on ne parle même pas de milligrammes ou de microgrammes. Ouais. Voilà. Microgrammes. Et moi, ce qui m'effraie, c'est quand je me suis permis très tôt de m'intéresser à Cheikh Anta Diop, parce que vous savez qu'il a fait de la physique nucléaire aussi. Et il dit que pour la sécurité de l'Afrique, il faut d'abord le cadre fédéral. Oui. Et à l'intérieur, on va s'organiser. Et que lui, il peut doter le cadre fédéral, l'exécutif fédéral, de l'arme nucléaire pour la sécurité de l'Afrique. Et qu'en ce moment-ci, on avait cette arme, on serait dans le conseil de sécurité aussi. Bien sûr. Et les gens ne peuvent pas prendre des décisions comme ça sans qu'on ait un mot à dire. Mais c'est l'Afrique de Félix Houphouët-Boigny qui a gagné sur l'Afrique de Kwame Nkrumah en termes de vision pour l'avenir de l'Afrique. Oui. C'est-à-dire que c'est les États désunis, les États nains, chaque pays s'assoit au conseil à l'Assemblée générale des Nations Unies pour se dire qu'il est un État comme les États-Unis, il est un État comme l'autre État qui détient l'arme nucléaire. C'est souvent cette théâtralisation ridicule-là de la part des Africains qui est insensé, quoi, franchement. Et vous parlez de le comportement contre nature des nations. Je crois que c'est ce point que vous avez développé là. Le comportement contre nature des nations, c'est le fait qu'un accident aussi grave, on s'assoit et finalement, par exemple, quand on voit les autorités japonaises, ils sont en train de tuer leur population en ne les évacuant pas d'une situation. Et ça, normalement, si c'était une nation comme la Libye qui faisait ça à sa population, qu'est-ce qu'on ferait? On vient sauver la population. On mobiliserait l'ONU tout de suite et on irait l'attaquer. N'est-ce pas? Parce qu'en fait, là, on estimerait qu'il pose du tort à son peuple. Dans le cas du Japon, au contraire, au lieu de faire cela, on décide de ne pas assister ce peuple en danger. De la non-assistance du peuple en danger, on décide totalement le contraire. C'est ça, en fait, que j'appelle le comportement contre nature des nations. Ce qu'ils devraient faire d'habitude, ils ne le font pas. Et au contraire, ils encouragent même les Japonais à maintenir leur peuple dans cette situation. Ouais. Alors, vous parlez aussi des forces de contrôle. À la page 25 de votre document, les forces de contrôle, c'est quoi? De quoi s'agit-il? Bon, les forces de contrôle, effectivement, c'est effectivement ces 5 nations, donc les 5 nations membres du Conseil de l'ONU, qui, eux, justement, s'opposent à la divulgation donc, de Fukushima. Comme je vous ai dit, ça peut avoir des conséquences géopolitiques. Voilà, géopolitiques. C'est bien ce que vous venez de dire, par exemple, dans le cas de la Chine, par exemple, la Chine ne faisait pas partie de ces 5 membres permanents. Elle s'est retirée de l'ONU. Elle dit, je ne veux pas de l'ONU. Elle a eu l'arme atomique et après, elle est venue négocier. Je rentre dans l'ONU si vous ne me donnez pas un droit de veto. Et effectivement, la Chine aujourd'hui est une nation nucléaire avec droit de veto. Mais vous voyez donc, l'exemple de la Chine, c'est aujourd'hui cet exemple que pratiquement tous les pays émergents sont en train de prendre. Chacun veut avoir la bombe nucléaire pour venir maintenant négocier et dire, voilà, moi aussi je veux mon droit de veto. C'est ça qui engendre cette course folle contre pour l'arme nucléaire. Et en même temps, le danger que cela compose. Fukushima est en train de nous faire comprendre que, en fait, cette course folle, c'est une course d'autodestruction. Vous avez l'arme nucléaire. Aujourd'hui, savez-vous que l'inquiétude même de ces nations qui ont l'arme nucléaire, c'est que jusqu'à présent, elles n'ont pas pensé quand ces armes auront 40,
45, 50 ans, il faut les remplacer, il faut les entretenir parce que effectivement les radiations même attaquent la composition de l'acier qui les enveloppe. Vous voyez, non? Par exemple, l'emballage, la coque même, que ce soit les réacteurs, que ce soit les ogives, ainsi de suite. Les radiations, à l'époque, on ne pouvait pas savoir, on supposait. Mais aujourd'hui, on a la certitude qu'il faut changer cette coque. Mais est-ce qu'on a les moyens économiques pour le faire? Pendant ce temps, l'Afrique est là, tranquille, comme ça. Et on nous distribue du riz. Et puis bon, nos dirigeants qui ont les espaces pour cultiver le riz ici sont dans une sorte de mafia dans le ministère de l'Agriculture. Au Cameroun, j'ai suivi ça avec beaucoup de dédain, beaucoup